On utilise l'énergie solaire depuis longtemps pour les petits appareils électriques. Un numéro de rue qui s'allume. Ça fait lampe torche, radio, sirène. Certains semblent fonctionner de manière innée à l'énergie solaire. C'est la danse du soleil. Les besoins mondiaux en électricité ne cessent d'augmenter, alors que les ressources fossiles qui permettent de la produire se raréfient. Sans oublier que cette consommation accrue d'énergie contribue au réchauffement de la planète et aux catastrophes climatiques qui en résultent. Par la force des choses, nous nous tournons vers des sources d'énergie propres dont certaines pourraient révolutionner le monde de la production électrique. La seule solution pour satisfaire notre soif intarissable d'énergie, c'est le soleil. Partout dans le monde, l'énergie solaire connaît un regain d'intérêt. Aux États-Unis, les panneaux solaires poussent comme des champignons. On en trouve de plus en plus sur les toits des maisons. Et les propriétaires en sont pleinement satisfaits. C'est super. On exploite l'énergie solaire depuis la crise du pétrole des années 1970. Et pourtant, elle occupe encore une place mineure au sein de notre production électrique. Cela fait des décennies que l'on parle du solaire, comme de l'énergie de demain, mais il n'a pas vraiment tenu ses promesses. Il y a les problèmes évidents. Pas de soleil, pas d'électricité. Et puis il y a le coût. Les panneaux solaires reviennent plus cher que l'énergie fossile. Mais avec les progrès technologiques, les centrales solaires géantes et les entreprises innovantes, le solaire est en train de franchir un nouveau cap. Cette énergie pourra-t-elle combler les besoins du XXIe siècle? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si ça ne tenait qu'à cet homme, l'énergie solaire aurait décollé depuis bien longtemps. Larry Kazmersky travaille au Laboratoire national de l'énergie renouvelable dans le Colorado. Il tente d'améliorer les technologies solaires depuis que Jimmy Carter a installé des panneaux sur le toit de la Maison-Blanche. Son service a survécu aux coupes budgétaires de Ronald Reagan. Depuis, aucun président n'a restauré le budget consacré à l'énergie solaire du temps de Carter. Mais sa foi dans le soleil demeure inébranlable. Le bureau de Kazmersky tient à la fois du laboratoire du savant fou et du bazar babacool. Kaz, comme on le surnomme, a même conçu des cravates solaires. Éternel fanatique de cet astre, il en a étudié tous les aspects et collectionne les objets et documents liés à l'histoire du Soleil. Yet in this modern age, men have at last harnessed the sun with the Bell solar battery. Portable radios powered by sunlight have already been made as laboratory models. C'est un document de 1958, assez osé pour l'époque. Je l'ai, cette radio. La voici. C'est un transistor qui fonctionne grâce à des cellules solaires. Il n'est pas en parfait état de marche, mais il faut dire qu'il est un peu plus âgé que moi. Et chez moi aussi, il y a des choses qui ne fonctionnent plus très bien. En 1979, Kaz a participé à la fête d'inauguration du panneau solaire de la Maison-Blanche. Même si ce jour-là, pour la visite du président Carter au laboratoire, le soleil n'a pas daigné pointer son nez. Les dieux du soleil n'étaient pas avec nous. Il s'est mis à pleuvoir, à faire froid et même à neiger.
On avait amené une immense batterie photovoltaïque d'environ 30 kW. Là, on voit le président Carter devant la batterie. Il a voulu nous aider un peu en essuyant les cellules du plat de sa main. Je me souviens d'avoir attrapé son bras, car j'ai eu très peur qu'il ne devienne le premier président des États-Unis électrocuté par un panneau solaire. Je m'étais dit que ça ne nous ferait pas une très bonne publicité. Les risques d'électrocution ne sont pas le principal frein au développement de cette technologie. Ce sont tout simplement les hauts et les bas du cycle solaire qui posent problème. Tous les panneaux solaires, aussi appelés photovoltaïques, utilisent la lumière du soleil pour produire de l'électricité. Plus les rayons sont puissants, plus ils fournissent de courant. Le procédé est simple et se répète dans chaque cellule qui compose un panneau. Si vous pouviez vous glisser dans une de ces cellules, vous vous trouveriez au milieu d'une véritable cohue. Une cellule solaire se présente comme un sandwich. La partie supérieure sert de protection et la partie inférieure de base. C'est dans la couche intermédiaire, en silicium, que tout se passe. Quand les particules solaires, appelées photons, frappent un atome de silicium, elles rompent facilement les liens entre le noyau et sa ronde d'électrons. Une fois libérés, les électrons remontent au sommet de la couche de silicium et sont pris dans un courant le long de bandes métalliques. Ils sont ensuite dirigés vers les fils électriques qui les conduisent dans la maison. Aujourd'hui, les panneaux solaires produisent 2 fois plus d'électricité que les anciens modèles. Et leur prix ne cesse de chuter. Ces avantages participent à la renaissance de l'énergie solaire aux États-Unis, depuis la Californie jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Autrefois trop lourds pour être installés sur nos toits, les panneaux actuels sont extrêmement pratiques et ont fait de nouveaux adeptes, comme Phil Revis. On l'installe et on ne s'en occupe plus. On n'a plus besoin de batterie comme autrefois, car la plupart des utilisateurs restent branchés au réseau de la ville pour la nuit. Ma maison est comme une voiture hybride. La moitié du temps, elle fonctionne grâce aux panneaux solaires et l'autre moitié grâce au courant de la ville. C'est super. Les Revis habitent une petite ville du Massachusetts, à quelques minutes de Boston. Phil est dessinateur industriel et sa femme, Trisha, est responsable du personnel. Leur fils, PJ, veut être pilote d'avion. Dans le quartier, ils ont été les premiers à opter pour le solaire. J'ai commencé à penser à l'énergie solaire et à l'environnement dans les années 1970. J'étais adolescent à l'époque et c'était la crise énergétique. Alors je me suis dit, quand je serai grand, je ne ferai pas la même erreur que mes parents. Malheureusement, ça m'a pris 30 ans pour réaliser mon rêve. Bill et Debbie Lord sont de fervents défenseurs de l'énergie solaire. Leur résidence, conçue sur mesure dans le Maine, est leur deuxième maison solaire. Elle a fait la une de nombreux magazines sur les énergies propres. Bill Lord a même créé un site internet. Il propose des visites guidées de sa maison pour ceux qui voudraient se convertir au solaire. Première étape, la cave. Voici notre centrale électrique. C'est là que l'on convertit le courant qui vient du toit en courant domestique. Quand le soleil tape sur les panneaux, les électrons s'agitent. Ils suivent les fils électriques jusqu'à ces transformateurs. Il s'agit de courant continu. En général, les installations domestiques ne fonctionnent pas avec du courant continu. Ces 2 boîtes le convertissent donc en courant alternatif. En plus des panneaux qui génèrent de l'électricité, les Lord en possèdent d'autres qui chauffent l'eau et alimentent un système de chauffage par le sol. L'eau chaude est stockée dans de grandes citernes isolées. Les Lord ont ainsi réduit drastiquement leur facture d'électricité et de gaz.
Le système se gère automatiquement. Il s'allume le matin et s'éteint la nuit. Il fonctionne même en notre absence. Ainsi, la maison produit de l'électricité, qu'il l'utilise ou non. Et lorsque les lords ne s'en servent pas, le courant est remis à disposition pour les maisons du voisinage. Leur compagnie d'électricité leur rachète ainsi leur énergie en trop. Les factures de Bill ne pourraient être plus basses. Nous payons 7,47 $ par mois pour être raccordés au réseau. Mais nous ne dépensons quasiment rien pour la consommation. 40 États américains proposent le rachat de l'électricité aux particuliers. Mais alors, pourquoi ne voit-on pas plus de panneaux solaires sur les toits? La première question que se pose un consommateur, c'est combien est-ce que ça va me coûter? Et là, c'est la douche froide. Une maison normale a besoin de l'équivalent de 2 à 4 kW d'électricité. Cela va coûter en panneaux photovoltaïques entre 15 et 28 000 $. Et quand la maison est grande et qu'on y ajoute des panneaux pour le chauffage de l'eau comme les lords, l'addition peut s'avérer encore plus salée. L'installation nous a coûté 50 000 $. Les prix élevés des panneaux sont le principal argument contre le solaire. À l'heure actuelle, les panneaux solaires ne sont pas très rentables. Pour se payer ces installations, il faut être très riche. Mais est-ce vraiment le cas? Aux dernières nouvelles, on n'est pas très riche. Les revenus des Rivis se composent de 2 salaires moyens. Ils ont un budget plutôt serré. On est en train de construire la maison. On a un fils qui va à l'école. Et il y a plein d'autres choses qu'il faudrait qu'on achète ou qu'on aurait besoin de faire. Mais quand ils ont appris que l'État prenait en charge la moitié du prix des panneaux, ils ont sauté sur l'occasion. On n'aurait sans doute pas fait sans l'aide de l'État. Grâce à l'État du Massachusetts, la note de 24 000 $ a été ramenée à 12 000 $. Plusieurs États américains offrent des aides similaires. À cela vient s'ajouter le rachat de l'électricité. Voici la facture de ce mois-ci, 129 $. L'an dernier, à la même époque, on a payé le double. Phil Rivis débourse en moyenne 2 fois moins qu'autrefois pour son électricité. Mais il n'économise pas autant que Bill Lord, car il possède moins de panneaux. L'aspect financier n'a jamais été sa priorité. Je participe à la baisse des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et je suis fier de mon installation. Un sentiment partagé par tous ceux qui optent pour le solaire. Ce n'est pas une question de rentabilité. Le but, avant tout, c'est de respecter l'environnement et de ne pas puiser dans les ressources fossiles. Depuis 11 ans, grâce à nos panneaux solaires, ce sont 70 tonnes de CO2 qui n'ont pas été libérées dans l'atmosphère. Les centrales électriques alimentées par les énergies fossiles sont responsables de 40% des rejets de CO2. Et l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est l'une des causes principales du réchauffement climatique. Nous brûlons du charbon, du pétrole et du gaz pour produire de l'énergie. Il en résulte du dioxyde de carbone. Le taux de CO2 n'a jamais été si élevé depuis des millions d'années. Le CO2 est un gaz à effet de serre. Il absorbe la chaleur émise depuis la surface de la Terre. D'ici 50 ans, on va vraiment dépasser les limites. L'atmosphère agit comme une serre. Elle absorbe la chaleur et la renvoie, ce qui finit par augmenter la température sur la planète. Ce réchauffement entraîne des changements climatiques qui semblent s'aggraver chaque année. Nous connaissons bien les conséquences de ces modifications climatiques. Des inondations dans certains endroits du globe, des sécheresses dans d'autres, la fonte des glaciers qui provoque une montée du niveau de la mer, des ouragans plus puissants, et toute une série d'événements exceptionnels.
Ce qui me fait le plus peur, ce sont les catastrophes inattendues. C'est la surprise qui cause le plus de dégâts. La prise de conscience liée au réchauffement climatique a fait augmenter les ventes de panneaux de 600% depuis l'an 2000. De plus en plus de gens s'impliquent pour limiter la crise. Mais à eux tous, les panneaux solaires des États-Unis ne produisent que l'équivalent de 2 centrales à charbon. Cela ne suffirait même pas pour alimenter une seule grande ville. Et les besoins des villes ne cessent d'augmenter, surtout en été, avec la climatisation. A dangerous heat wave is making people miserable from coast to coast. And more than 100 deaths are being blamed on 12 days of extreme heat. Triple-digit temperatures of 120 degrees in some places. And that is putting a terrible strain on the power companies and the people who depend on them. How long were the lines out? Nous sommes le 25 juillet 2006. C'est la deuxième semaine d'une canicule record sur Los Angeles. Dans la salle de contrôle du réseau électrique local à la Southern California Edison, la SoCal, le responsable, Tom Botello, a des sueurs froides. Le travail de Botello consiste à distribuer l'électricité produite par la centrale aux foyers, aux entreprises, aux axes routiers, aux hôpitaux et partout ailleurs. Mais la nature même de l'électricité fait de cette tâche un vaste coup de poker dont on pourrait bien sortir perdant. On ne peut pas stocker l'électricité comme on stocke des bananes ou du cuivre. C'est pourquoi le rôle des opérateurs de réseau est très important. Ce sont des hommes et des femmes courageux à qui l'on demande l'impossible. Ils doivent prédire combien d'électricité devra être fournie dans les heures qui viennent, en fonction du nombre de personnes qui brancheront leur climatiseur ou de combien d'usines décideront de produire à plein régime. Botello ne laisse rien paraître, mais aujourd'hui, son stress, comme le soleil, est au zénith. La vague de chaleur force les 13 millions de clients de la SoCal à utiliser davantage d'électricité pour se rafraîchir. C'est dans ces moments-là que les pannes peuvent survenir. Les blackouts sont causés par une offre d'électricité insuffisante par rapport à la demande. La chaleur provoque des dizaines de pannes locales qui ont entraîné des morts et des millions de dollars de pertes économiques. Mais la situation pourrait empirer si les opérateurs ne trouvaient pas d'électricité supplémentaire pour répondre à la demande. Cet après-midi-là, quand tout le monde est rentré chez soi et a branché sa climatisation, notre système s'est trouvé surchargé. La SoCal utilise un peu l'énergie solaire, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Les opérateurs ont donc dû recourir à leurs 30 centrales au gaz naturel et aux 2 réacteurs nucléaires de l'État. Ils ont aussi acheté de l'énergie aux États voisins qui utilisent des centrales à charbon, ce qu'on fait de pire en matière d'émissions de CO2. La ville est menacée de blackout. Dans ces cas-là, le réchauffement climatique passe au second plan. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin des énergies fossiles pour pouvoir répondre rapidement à la demande et maintenir notre système à flot. Malgré tous leurs efforts, les opérateurs de distribution ne trouvent plus les ressources suffisantes pour combattre cette crise énergétique. Jouant le tout pour le tout, Tom Botello demande à certaines usines, écoles et immeubles de bureaux de couper le courant volontairement afin de conserver assez de puissance pour le reste. Tout le réseau ouest aurait été menacé si nous n'avions pas pris ces mesures d'urgence pour déconnecter certaines parties de notre système pendant 1 heure. Les températures augmentent encore et nul ne sait si ces mesures fonctionneront. Si elles échouent, la ville sera plongée dans le noir et un chaos inévitable s'ensuivra. « 14e jour, les températures chutent enfin.
et avec elle, le besoin en électricité. Pour cet été, la crise est finie. Mais le soulagement est éphémère. Le réchauffement climatique entraîne une hausse record des températures estivales, et cette situation se représentera fatalement. Chaque nouvelle crise montre à quel point notre survie actuelle dépend des ressources fossiles, et à quel point notre vie future dépendra de notre capacité à nous en passer. Une fois que les océans se réchauffent et que les glaces se mettent à fondre, il est très difficile d'inverser le processus. Quand on se rendra compte de la situation catastrophique, il sera trop tard pour faire marche arrière. Les centrales nucléaires produisent de l'électricité quasiment sans rejeter de carbone. Leur développement pourrait aider à ralentir le réchauffement climatique. Mais les inquiétudes de l'opinion publique à propos des accidents et des déchets toxiques a mis un terme à leur expansion sur le territoire américain. Les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, n'ont pas les inconvénients du nucléaire. Mais à moins d'augmenter fortement leur rendement et leur rentabilité, elles ne joueront jamais un rôle important dans notre production globale d'énergie. Pourtant, aux confins du désert de Mojave, à 3 heures de route de Los Angeles, dort un géant, capable de produire des mégawatts d'électricité propre. Le soleil pointe. C'est l'heure du lever de rideau. Bienvenue à Kramer Junction. Kramer Junction est la plus grande centrale solaire au monde, plus vaste que Central Park à New York. L'angle du soleil est de 8,5 degrés et nous sommes positionnés à 8 degrés. Construite il y a 20 ans en réponse à la crise énergétique de 1970, elle fournit l'électricité à 150 000 foyers de la grande banlieue de Los Angeles. Kramer Junction est une centrale solaire thermique. Elle transforme l'énergie solaire en électricité grâce à des miroirs et non à des panneaux de silicium. Tout est dans la forme parabolique des miroirs. À la manière d'un tournesol, chaque rangée s'incline en fonction du mouvement du soleil afin de renvoyer les rayons sur ce tube d'huile de synthèse. Ces miroirs sont froids au toucher, mais les tubes peuvent atteindre 400 degrés. L'huile brûlante circule jusqu'à la centrale où les tuyaux traversent un réservoir d'eau qui se met à bouillir instantanément, créant un jet de vapeur sous pression. Cette vapeur est dirigée vers des turbines qui, en tournant, produisent de l'électricité, comme dans les centrales à énergie fossile. Et tout cela sans aucune émission, sauf de vapeur d'eau. Ce système remplace les énergies fossiles pour produire l'électricité du réseau. Rien que dans le désert de Mojave, le soleil suffirait à fournir de l'énergie à tout le comté de Los Angeles et même au reste des États-Unis. Mais Kramer Junction est la seule installation solaire de la région. Une question nous vient à l'esprit. Pourquoi ? Quelle ville accepterait de céder assez d'espace vierge pour que ce projet voie le jour? Et imaginez les contraintes pour relier ce grand champ de miroirs solaires à tous les clients potentiels. D'une part, en transportant de l'énergie, on en perd toujours une partie. D'autre part, ce transport a un coût. Il vaut toujours mieux produire l'électricité au plus près. C'est le but de la deuxième plus grande centrale thermale du pays. Elle se construit aux portes de l'un des plus grands consommateurs d'énergie, Las Vegas. Cette proximité évitera les coûts de transport que Kramer Junction doit assumer. La centrale devrait devenir une source d'énergie importante pour cette ville en perpétuelle expansion. Mais de telles usines requièrent beaucoup de soleil et énormément d'espace.
Aux États-Unis, cette forme d'énergie solaire n'aura d'avenir que dans les grandes étendues désertiques du sud-ouest. Pour certains, les centrales solaires ont un inconvénient qui leur interdira toujours de devenir une source importante d'électricité où qu'elle se trouve. Le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. Et sans soleil, on ne produit pas d'électricité. Pour l'instant, on ne peut pas stocker l'énergie. Incapables d'emmagasiner l'énergie qu'elles produisent le jour, les centrales solaires thermiques s'arrêtent la nuit. L'énergie solaire est parfaite pour faire fonctionner toutes sortes d'appareils. Elle évite le problème des piles dans les calculatrices ou pour les jouets téléguidés. Mais ce n'est pas elle qui fera marcher l'Amérique. On en est encore très loin. Mais d'autres pays ne sont pas du même avis. En Allemagne, si vous roulez sur l'autoroute, votre regard tombera forcément sur une étrange sculpture. Il s'agit d'un grand mur de panneaux solaires qui alimente le réseau de Munich. L'Allemagne a choisi de miser sur l'énergie renouvelable. Elle a installé des milliers de panneaux solaires qui produisent des millions de watts d'électricité. Et cet homme y est pour beaucoup. Nous vivons une véritable crise énergétique. Les ressources fossiles s'épuisent et cela risque de nous mener à la catastrophe. La seule solution réaliste est de remplacer les ressources épuisables et le nucléaire par des énergies renouvelables. Depuis plus de 20 ans, Hermann Schier se fait l'avocat des énergies renouvelables en Allemagne. Longtemps membre du Parlement, il a fait passer en l'an 2000 sa loi sur les énergies renouvelables. L'Allemagne s'est ainsi engagée à produire 20% de son électricité grâce à des sources renouvelables d'ici 2020. Malgré l'incrédulité de ses détracteurs, le projet a pris de l'avance sur son programme et on pourrait atteindre les 30% d'énergie renouvelable en 2020. Pourquoi les Allemands, qui vivent dans un pays peu réputé pour son ensoleillement, s'emballent-ils pour le solaire? La réponse est simple. Les aides de l'État. La loi sur l'énergie renouvelable garantit à chaque producteur d'énergie solaire, même s'il produit des quantités infimes, de pouvoir revendre son électricité au réseau. Un particulier qui installe des panneaux solaires est rémunéré 50 centimes par kilowattheure d'électricité fournie au réseau. L'électricité qu'il achète, en revanche, ne lui coûte que 20 centimes. À la fin du mois, il aura non seulement fait des économies, mais aussi souvent fait des bénéfices. Les Allemands ont vite compris où était leur intérêt. Ils se sont mis à louer des emplacements, même sur le toit de leurs voisins, pour y mettre des panneaux. Grâce aux subventions de l'État, tout espace libre est devenu bon pour installer des panneaux et peu importe qui se trouve sur le chemin. Et comme le prix de l'électricité est fixé pour 20 ans, les propriétaires de panneaux rentreront vite dans leurs frais. Le réseau reçoit donc de grandes quantités d'énergie solaire. Les subventions de l'État ont motivé tout le monde. Comme ses parents, Heinrich Gartner est cultivateur et éleveur dans la ferme familiale. Depuis 3 ans, il a une source de revenus supplémentaire. Il a installé 10 000 panneaux solaires qui fournissent l'électricité à 1500 foyers. La loi sur l'énergie renouvelable a incité cet éleveur de porc à devenir un producteur d'énergie. J'ai toujours été fasciné par l'électricité, mais maintenant j'ai carrément une centrale électrique. On produit environ 1 million de kilowattheures avec ces panneaux.
L'installation m'a coûté 5 millions de dollars. J'ai dû beaucoup batailler pour convaincre la banque. Si Heinrich a obtenu son prêt, c'est grâce à la garantie des prix fixes. Le prix est garanti. Il n'évoluera pas pendant 20 ans. Chaque année, on touchera entre 550 et 600 000 dollars. Après avoir payé les remboursements et autres dépenses, le bénéfice d'Heinrich ne dépasse pas les 35 000 €. Il continue donc à élever des porcs. Mais sa culture de soleil a un énorme potentiel. Je suis encore agriculteur. J'élève des cochons, mais on a plus besoin d'électricité que de nourriture en Allemagne. Ici, on peut produire de l'électricité verte, sans déchets nucléaires ni dioxyde de carbone. On veut prouver qu'il est possible de produire de l'énergie sans nuire à la planète. C'est très important, car plus tard, j'aimerais céder ma ferme à mon fils, comme mon père l'a fait pour moi. Et les citadins qui vivent en appartement ou ceux qui ne possèdent pas de panneaux solaires? Que pensent-ils de l'aide généreuse du gouvernement? L'Allemagne compte parmi les pays où l'énergie coûte le plus cher. C'est un gros souci pour les foyers ordinaires qui consacrent une grande partie de leur budget à l'électricité. En Allemagne, l'électricité a toujours coûté très cher. Et le programme du gouvernement a ajouté 15 à 20 dollars à la note mensuelle moyenne. Mais jusque-là, l'opinion publique a peu manifesté son mécontentement. Hermann Schier pense en connaître la raison. C'est vrai, nos prix sont plus élevés que dans la moyenne des autres pays. Mais les gens savent que grâce à leur contribution, ils s'engagent pour un avenir plus propre. 80% des consommateurs l'acceptent. Cet intérêt pour l'énergie renouvelable a eu un impact économique inattendu pour l'Allemagne. Le pays peut être fier de son industrie solaire forte, qui attire des investisseurs du monde entier. Située dans la Solar Valley allemande, cette seule industrie produit près d'1 million de cellules photovoltaïques par semaine. En quelques années, l'Allemagne est devenue leader mondial dans la production de ces cellules. L'industrie a créé 170 000 nouveaux postes et la production en masse fait chuter le prix des panneaux solaires. L'avenir de l'énergie solaire allemande s'annonce donc radieux, bien qu'il reste encore quelques sceptiques. Les sommes énormes investies par l'Allemagne pour promouvoir l'énergie solaire ont abouti à la création d'une importante industrie. Certains auraient tendance à dire « Vous voyez, ça valait le coup ». Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Ce n'est pas parce qu'un projet décolle qu'il tiendra sur la durée. Pour Hermann Schier, l'énergie solaire est non seulement valable sur le long terme, mais c'est surtout la meilleure alternative aux énergies fossiles. L'énergie fossile crée des problèmes économiques. Elle entraîne une augmentation des prix, tout en puisant sur les ressources. Elle génère des conflits politiques et militaires et dégrade notre environnement. Nos enfants vont payer l'énergie au prix fort. Et en plus, on sacrifie l'environnement. C'est un non-sens. On ne peut pas continuer comme ça. Durant les 20 prochaines années, les éoliennes et les panneaux solaires allemands pourraient fournir un tiers de l'électricité du pays, ce qui réduirait considérablement les émissions de CO2.
À l'heure actuelle, l'énergie propre représente seulement 1% de l'électricité aux États-Unis. À Washington, tout le monde s'accorde à dire que les États-Unis devraient produire plus d'énergie renouvelable, alors que personne n'a encore osé mettre en place un système de subvention comme en Allemagne. Mais une certaine tendance paraît plutôt prometteuse. Et ce n'est pas une initiative du gouvernement, mais d'entreprises privées. Ce supermarché Whole Foods se situe à Ridgewood, dans le New Jersey. À première vue, il ressemble à n'importe quel supermarché. Il est propre, lumineux et présente toutes sortes de produits alimentaires à prix attractif. Bonjour, sac en papier ou plastique? Mais ce supermarché n'est pas tout à fait comme les autres. Son toit est couvert de panneaux solaires. Cela devrait coûter une fortune, mais le magasin n'a pas déboursé un centime pour cette installation. Elle appartient à une entreprise de production d'énergie solaire, Sun Edison, dirigée par Jigar Shah. On aide des entreprises comme Whole Foods à passer à l'énergie solaire. On prend en charge l'installation du matériel et Whole Foods promet de nous acheter l'énergie sur un contrat à long terme. Jennifer McDonnell est responsable du développement durable chez Whole Foods. On consomme beaucoup d'énergie. Tout fonctionne au solaire ici. L'éclairage, les cuisinières, les frigos, les congélateurs, tout. Même les caisses. Pour nous, c'est important d'utiliser une énergie propre et d'avoir conscience de ce que l'on consomme. Les panneaux solaires complètent, mais ne remplacent pas l'électricité du réseau. Le solaire ne représente que 15% de la consommation du magasin sur l'année, mais il produit entre 50 et 100% de l'énergie nécessaire pendant la journée. Et c'est là que l'électricité du réseau est la plus chère. C'est particulièrement vrai l'été. L'été, on branche la climatisation la journée quand il fait 35 degrés avec 98% d'humidité dans l'air. Et là, on ne paie pas 4 centimes, mais jusqu'à 20 centimes du kilowattheure. Les factures de climatisation de Whole Foods atteignent des sommets quand le soleil tape sur le toit. Mais c'est aussi à ce moment-là que les panneaux ont le meilleur rendement. Durant ces heures pleines, le soleil revient moins cher que l'électricité du réseau. À l'avenir, le magasin devrait faire encore plus d'économies. Aux États-Unis, le prix de l'électricité dépend du prix du pétrole. Tout indique que ces prix devraient encore augmenter. Le contrat avec Sun Edison promet donc d'être intéressant pour Whole Foods. On garantit un prix fixe pendant 20 ans. Les fournisseurs traditionnels sont incapables d'en promettre autant. Les économies du supermarché dépendront du prix de l'électricité du réseau. Sun Edison, de son côté, sait parfaitement combien le contrat avec Whole Foods lui rapportera. Je sais combien de temps le soleil frappera ces panneaux chaque année. Je connais aussi la durée de vie de ces panneaux, environ 40 ans. Ainsi, en fonction des taux d'intérêt et du coût de l'installation, je sais exactement à partir de quand ce système sera rentable pour moi. Des compagnies comme Sun Edison, qui aident les supermarchés à installer des panneaux solaires sur leur toit, participent à l'union du capital et du secteur de la vente, alors que traditionnellement, le capital est assez frileux en matière d'énergie solaire. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Unissez la technologie au capital et c'est parti. L'avenir sera-t-il rayonnant pour les énergies propres? Les magasins écologiques comme Whole Foods et des entreprises innovantes comme Sun Edison pourront-ils vraiment imposer le solaire? Les commerces peuvent faire basculer la situation. Ils en ont le devoir. L'Amérique est fondée sur le capitalisme. Les entreprises doivent ouvrir la voie et apporter des solutions aux problèmes du pays.
L'industrie doit investir dans l'énergie solaire et dans les énergies renouvelables en général. Et les supermarchés ne sont pas les seuls demandeurs potentiels. En équipant tous les bâtiments municipaux, les centres de distribution, les écoles et tous les grands toits horizontaux que l'on trouve partout dans les villes, on peut fournir 20 à 40% de l'énergie qu'une ville américaine moyenne consomme en heure de pointe. D'autres technologies pourraient permettre de fournir encore plus d'énergie au réseau. L'une des plus prometteuses est un revêtement solaire flexible que l'on peut installer sur de très larges zones et qui pourrait fournir plus d'énergie que les panneaux traditionnels. Cependant, les installations de toit ne sont pas très efficaces. Aujourd'hui, les meilleurs panneaux ne peuvent convertir que 15 à 20% des rayons du soleil en électricité. Un rendement 2 fois moins important que celui d'une centrale à charbon. On compte bien améliorer ces résultats. On fait actuellement des recherches sur des matériaux plus sophistiqués. Au Laboratoire national de l'énergie renouvelable, Sarah Kurtz et son équipe travaillent sur le développement de cellules solaires multijonctions. C'est une version miniature des cellules solaires normales. Mais malgré leur taille, elles sont bien plus puissantes, car elles contiennent plusieurs couches microscopiques de matériaux capteurs de lumière. La lumière du soleil est composée de différentes couleurs. Chaque couleur a une longueur d'onde particulière. Les cellules traditionnelles en silicium n'absorbent que le spectre rouge. Les autres fréquences sont bloquées. On pourrait améliorer ses performances en utilisant 2 ou 3 types de matériaux adaptés à chaque spectre de couleur. Les couches supplémentaires sont capables d'absorber d'autres types de lumière. L'efficacité est donc bien supérieure. Le potentiel des cellules solaires multijonctions a été révélé sur Mars. Les robots explorateurs qui arpentent la planète rouge étaient censés fonctionner 3 mois. Mais plus de 3 ans après leur atterrissage, ils sont toujours en service. En grande partie grâce aux cellules multijonctions développées dans le laboratoire de Sarah Kurtz. Mais les cellules de ces robots coûtent des millions de dollars. Pour l'instant, ils sont à des années-lumière du marché grand public. À l'heure actuelle, aucune installation de toit n'utilise ces multijonctions. Avec elles, on pourrait exploiter davantage d'énergie solaire. Le truc, c'est d'obtenir assez d'énergie supplémentaire pour pouvoir amortir le coût de la technologie. On va utiliser les nanostructures. Nathan Lewis pense que pour intégrer le marché de l'énergie, les technologies solaires doivent devenir plus abordables. Il espère que les nanotechnologies contribueront à la baisse des prix. On cherche à utiliser des nanostructures, des nanotubes ou des nanoparticules. Nano, ça veut dire minuscule. Je veux utiliser ces matériaux pour capter, convertir et stocker la lumière du soleil. Mais ce n'est pas tout. On voudrait faire une matière vraiment peu chère que l'on trouverait en pot dans les magasins de bricolage. On peindrait son toit ou sa maison avec. Cela réduirait énormément les coûts de l'énergie solaire. Voici comment cela fonctionnerait. D'abord, il faudrait étendre une couche conductrice sur le toit. Par exemple, une fine bâche en plastique couverte d'aluminium. Il faudrait aussi installer des fils électriques pour acheminer l'électricité vers la maison. Ça y est, tout est prêt pour passer la peinture solaire de Nathan Lewis. Elle se compose principalement d'oxyde de titane sous forme de nanotubes dirigés vers le soleil, comme des brins d'herbe. L'oxyde de titane, le TiO2, est un produit très courant et très peu cher. C'est le pigment présent dans la peinture blanche. Quand les photons de la lumière du soleil frappent les atomes d'oxyde de titane, ils libèrent des électrons, comme les atomes de silicium d'une cellule photovoltaïque. Si on place une couche chargée positivement sous la peinture, les électrons libres négatifs vont se déplacer vers les fils électriques jusqu'au convertisseur pour que les enfants puissent regarder leur émission préférée.
Pour l'instant, Lewis n'a testé que de petites quantités de ce qu'il appelle des cellules solaires à colorant. Mais les résultats semblent prometteurs. Pour l'instant, les cellules solaires à colorant ont montré une efficacité de 10%. Les cellules au silicium, elles, ont un rendement de 20%. On a encore des progrès à faire, mais on est loin d'être hors jeu. Il doit encore baisser le coût de sa potion magique et vérifier qu'elle résiste bien aux conditions climatiques réelles. Mais même avec 10% d'efficacité, cela permettrait de produire de l'énergie solaire à prix cassé. Le terrien moyen ne profitera pas des grandes innovations solaires avant des années. Certains experts estiment que l'on devrait attendre avant d'investir dans ce type d'énergie. Dans les Rocheuses du Colorado, un expert en énergie pense que notre technologie actuelle est bonne et qu'elle pourrait être mieux exploitée. Voici Amory Lovins. Derrière son air débonnaire se cache un critique acerbe de la politique américaine de gestion de l'énergie. On a bien une politique nationale de l'énergie. Elle consiste essentiellement à gâcher de l'énergie, à en importer à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen, à flouer nos enfants, à détraquer le climat. Vous pensez que c'est insensé, immoral et irresponsable? Vous avez raison. Physicien de formation, Lovins est atterré par le manque d'implication du gouvernement vis-à-vis des nouvelles sources d'énergie. Le budget public et privé de la recherche sur les énergies nouvelles se réduit comme peau de chagrin, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. C'est dingue. Il est mondialement reconnu pour ses analyses créatives sur les bons et les mauvais usages de l'énergie. Il est préférable d'économiser de l'essence plutôt que d'en dépenser. C'est pourquoi de petites entreprises misent à fond sur ces économies. Il aide les entreprises à gagner de l'argent en étant plus éco-responsables. Et il n'est pas peu fier de sa dernière idée en date. Mon plus grand projet, c'est d'aider les États-Unis à se débarrasser du pétrole d'ici 2040. S'il est persuadé de pouvoir changer les choses en matière d'énergie, c'est qu'il l'a fait dans sa propre maison. J'utilise 2 installations électriques solaires et un paquet de batteries chinoises nickel-fer pour emmagasiner l'énergie pour la nuit. J'ai un compteur pour l'électricité que j'achète et un pour celle que je vends aux fournisseurs. Et on reçoit un beau chèque en fin de mois. On n'a pas beaucoup de déperdition de chaleur parce que la maison est très bien isolée. Toutes nos fenêtres donnent au sud. Dans 1000 ans, les archéologues penseront que ma maison était un temple dédié au soleil. Ils n'auront pas tout à fait tort. Tout ici économise de l'énergie, même les casseroles. Elle est encore chaude. Amory Lovins a conçu un solarium pour exploiter au mieux le soleil. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. On a recréé une jungle au cœur de la maison. On y a fait 28 récoltes de bananes, de mangues, de papayes, de nèfles du Japon, de fruits de la passion, de raisins. On a aussi des iguanes d'1 mètre de long et un petit hérisson nain d'Afrique qui chasse les insectes la nuit. C'est très sympa d'avoir ça dans la maison, surtout quand il gèle dehors et qu'on n'a qu'à tendre la main pour attraper une tomate. Ici, on exploite la chaleur, la lumière, l'air chaud, l'eau chaude et la photosynthèse. Lovins sait parfaitement ce que l'énergie solaire, même brute, peut apporter. Il se réjouit que nous en prenions enfin conscience. L'énergie solaire se développe rapidement dans le monde. En 2005, ce secteur représentait près de 25 milliards de dollars et il ne cesse d'augmenter chaque année. La révolution solaire semble enfin en marche. C'est surtout vrai pour les 2 milliards de personnes qui ont peu ou pas d'accès au réseau électrique. Dans toute l'Asie et l'Afrique,
des milliers de villageois se mettent à utiliser des panneaux solaires bon marché pour charger des batteries ou des lampes. Ils peuvent ainsi travailler la nuit sans difficulté ni danger. Ici, dans les pays en voie de développement, l'énergie solaire facilite l'essor économique et l'éducation des enfants. Grâce à l'énergie renouvelable, les sociétés se modernisent sans être dépendantes des ressources fossiles. Aux États-Unis, la Californie ouvre la voie. Un projet prévoit même d'équiper 1 million de toits avec des panneaux solaires. Mais si l'on veut vraiment réduire de manière significative les émissions de CO2, l'énergie solaire et les autres énergies renouvelables devront représenter un pourcentage plus important de notre pack énergétique. Probablement 20 ou 30% dans les 20 prochaines années. Cet objectif est-il réalisable? Pour l'instant, les énergies solaires et éoliennes réunies représentent moins de 1% de l'électricité produite. Je ne pense pas que dans 20 ans, on puisse atteindre les 20%. Pour moi, il est à peu près certain que d'ici 2025, on atteigne 25% d'électricité solaire. C'est réaliste. Ce n'est pas tiré par les cheveux. Il est difficile de prédire de quoi sera faite notre électricité et où en sera notre planète dans 20 ans. Mais si on attend sans rien faire et que les choses tournent mal, il sera peut-être trop tard pour revenir en arrière. Quand je suis devenu papa, j'ai commencé à m'inquiéter pour l'environnement. Avec tout ce qu'on voit à la télé, je me suis dit, de quoi mon fils va-t-il hériter? On est en train de tout saccager. Si dans les années 1970, tout le monde s'était mis à installer des panneaux solaires, on irait bien mieux aujourd'hui. L'avenir de notre planète est en jeu.